Et si tu désires commencer dans le multilogement commercial, tu désires acheter ton premier 5-6 logements ou plus, tu es intéressé par construction neuve, le développement de terrain pour pouvoir faire de l'autoconstruction ou construire des 5-6 plex et plus. Tu désires ou tu as entendu parler du financement de l'APH Select. Tu ne sais pas par où commencer. Ou tu voudrais en savoir plus ou tu veux savoir comment structurer ton financement hypothécaire commercial parce que tu veux t'acheter un édifice, une tour à bureau, du propriétaire occupant. Tu veux financer un bâtiment ou pour tes bureaux à toi et le financer avec 0%. Regarde, juste là, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de choses. Mais juste avant de vous dire c'est qui que j'ai en entrevue, qui est cette banque d'informations. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier, immobilier commercial, business, mindset et aussi on parle de cash. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, considère à t'inscrire à ma chaîne dès maintenant. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, l'exclusivité d'avoir quelqu'un que, c'est drôle, hein, mais juste avant de l'avoir comme invité, j'ai entendu son nom à plusieurs reprises. Il est une référence dans le domaine dans le domaine hypothécaire commercial. J'ai avec moi un monsieur qui fait plus de 250 millions de... regarde, j'en dis pas plus, je le laisse se vanter. J'ai avec moi le fameux Peter Quinn, un top courtier hypothécaire commercial. Alors, sans plus tarder, regardez, ça ne sert à rien que je vous garde dans la laine. Rentrons dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salador, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Un petit instant, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai finalement finalisé ma formation. Oui, j'ai pris mes 14 années et plus d'expérience dans le monde de l'immobilier. J'ai pris toutes les histoires à succès de mes clients, tous leurs bons coups de circuit, tous les coachings et les formations que j'ai pu aller chercher moi-même sur le terrain, en plus des faits vécus de mes clients, de mes investisseurs, de mes flippers, de mes développeurs et j'ai tout concocté, le tout dans une formation qui vous est accessible. Alors c'est simple, si vous désirez savoir, connaître comment faire pour prendre n'importe quel type de propriété et de pouvoir maximiser son potentiel pour que ça puisse vous partir dans le monde de l'immobilier pour vous permettre de bâtir votre parc immobilier, c'est la formation pour vous. Alors n'attendez plus, allez cliquer dans le bas de cette vidéo-là pour avoir accès à cette formation. Et Peter, un gros merci d'être venu sur mon show Immobilier 101. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir. On s'est connus justement dans un événement avec Kick-Off en début d'année 2024. Mais comme je te disais off-cam, c'est que depuis avant aussi à la Faculté des Mordus, ton nom, tu étais un des présentateurs. Aussi, j'étais dans un dîner avec un ami, un collègue courtier immobilier qui appartient à un portefeuille d'investissement. Puis il me disait, hey, un de mes top courtiers hypothécaires, c'est Peter Quinn parce qu'il est sharp, il est rapide. Puis là, je me suis dit, hey, il fallait que je t'invite. Merci beaucoup, mon cher, ça va me faire plaisir. Yes. Fait que pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu es tombé dans qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis c'est quoi que tu fais? Qui t'aide? Écoute, je suis tombé dans le monde de l'immobilier commercial en 92. À la sortie de l'université, j'ai commencé à travailler pour Desjardins. Tout de suite, je voulais faire du commercial. Je ne voulais pas faire du financement résidentiel. C'était vraiment le commercial qui m'intéressait le plus. Je sortais de l'université en finance, puis je voulais vraiment mettre mes connaissances à profit. Okay. J'ai travaillé pendant 23 ans chez Desjardins qu'au commercial. Dans les 5 dernières années de ma carrière chez Desjardins, je dirigeais un centre financier aux entreprises. Et puis, par la suite, j'ai quitté pour aller faire un petit bout de chemin également à Banque nationale. Question de connaître autre chose aussi. Et puis, à un moment donné, j'en suis venu à me dire, Peter, c'est plate offrir seulement les produits de ton institution financière. Puis, à chaque fois, j'avais tout le temps un client qui me disait, ouais, mais Peter, tu sais, ton offre est bonne, mais à telle banque, il m'offre mieux, à telle autre banque, il m'offre mieux.
Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que je ne travaillais pas pour mon client. Mhm. Je travaillais pour ma banque, au profit de ma banque, à offrir des produits pour mon client. True. Alors là, je me suis demandé qu'est-ce que je peux faire, comment je peux fonctionner autrement. Et c'est là que j'ai été mis en contact avec Multiprêt Commercial. OK. À l'époque, Multiprêt Commercial, ce n'était pas une division que je dirigeais, c'était dirigé par une autre équipe. Et puis, je suis devenu courtier en 2015. OK. Et c'est là que j'ai commencé à faire du courtage hypothécaire commercial. Puis depuis ce temps-là, on a fait notre bout de chemin. Aujourd'hui, c'est moi qui dirige l'équipe. On est 14 dans l'équipe. J'ai 8 courtiers, 6 analystes. Puis le but, évidemment, est d'offrir le service autant pour les clients que pour les courtiers immobiliers qui ont besoin d'aide là, pour établir une valeur au niveau de leur immeuble. 100%. Puis, dans quel champ, dans quel champ d'expertise dans le commercial que tu te spécialises? Est-ce que tu fais juste du multi? Je vous arrête un petit instant. Si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, allez dans la description dans le bas de cette vidéo. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation avec votre cher et l'unique Better Call Chris, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir regarder votre situation, mais encore mieux, on va pouvoir élaborer un plan d'action qui va vous permettre, oui toi, te permettre de soit vendre, acheter ou encore mieux, investir en immobilier. Alors, si tu désires passer à l'action et te lancer dans le monde de l'investissement immobilier, va dans la description et clique sur le lien dès maintenant. De retour à la vidéo. On fait beaucoup de multilogements. OK. C'est, je te dirais, à peu près 75% de notre business. Mais on est aussi spécialisé dans le financement commercial pur, commercial à revenu, commercial propriétaire occupant, et aussi dans l'industriel, dans tous les cas, que ce soit à revenu ou propriétaire occupant, on le fait aussi. Et ça, autant pour des immeubles existants que pour des immeubles en construction. Wow, fait que tu fais aussi la construction neuve. Je fais beaucoup de construction neuve. Dans mon cas, je suis davantage spécialisé à ce niveau-là. Donc, je fais beaucoup de construction neuve, beaucoup en multilogement, surtout avec le programme APH. Mhm. On fait des beaux projets de construction. Là. L'année passée, j'ai dû faire au moins pour 250 millions de volume que seulement en construction. Wow. Sincèrement, j'ai tellement de questions que je ne sais pas par où commencer. Mais je te dirais rapidement avec ce que tu viens de dire par rapport à ton switch des banques, des institutions financières traditionnelles à multiprêt. Je te dirais, pour toi, c'était quoi la différence entre les deux? Comment tu aidais les gens avec un? Puis qu'est-ce qui a fait que tu es allé vers multiprêt? Quand tu travailles dans une institution financière, tes objectifs, c'est de faire de la croissance, de faire des prêts, de vendre des cartes de crédit, de vendre des assurances. Et là, tu réalises que tu travailles vraiment pour ta banque. OK. Et à un moment donné, les conseils, même si tu n'as pas envie, tu ne veux pas te placer en conflit d'intérêts, ça reste quand même que les conseils que tu vas prodiguer à ton client sont axés vers les produits que tu peux lui vendre. Mhm. Alors, comme courtier hypothécaire, j'ai au moins 20 institutions financières que je peux t'offrir. OK. En multilogement, j'ai des banques traditionnelles, j'ai des prêteurs virtuels, j'ai des prêteurs semi-privés, des prêteurs privés. Alors là, tout d'un coup, l'éventail Mhm. des conseils que je peux t'offrir, totalement différent. Et parce que le client paye mes honoraires, c'est pour toi que je travaille, 100%. pas pour la banque. Alors, c'est sûr que là, je suis capable de t'offrir des produits selon ce qui est vraiment axé pour tes besoins et non pour les besoins de l'institution financière. Tout à fait, ça fait vraiment du sens. Puis qu'est-ce que tu penses? Parce que aussi, il y a la relation avec l'institution financière. Je veux dire, tu sais, surtout dans le gros multilogement, ceux qui se bâtissent ou qui ont des parcs immobiliers. Est-ce que tu trouves qu'il y a un plus gros pouvoir, soit de négociation ou dans la croissance de l'investisseur, de faire affaire avec une seule institution? C'est sûr qu'il y a la relation avec le courtier hypothécaire. Comment tu vois ça, justement? Les clients me posent souvent la question. Ils me disent, Peter, pourquoi je travaillerais avec toi? J'aime mieux développer une relation de confiance avec ma banque au fil des années. Exact. Et là, la question que je leur pose, c'est le directeur de compte qui va s'occuper de toi. Mhm. Il va être en poste combien de temps? En général, la moyenne, c'est 24 mois. Après 24 mois, on change de directeur de compte, puis clairement, il y a des clients qui c'est plus vite encore. Des fois, au bout de 12 mois, ils changent de directeur de compte. Donc, elle est où ta relation d'affaires avec ton institution financière? Tandis qu'un courtier hypothécaire, moi, je ne vais pas avoir une promotion demain matin. Je travaille pour ma business. Mhm. Alors, je vais toujours être là. Donc, point de vue relationnel,
c'est bien d'établir une relation avec une banque, mais avant tout, ce qu'on cherche, c'est surtout de payer l'intérêt le moins cher, les frais les moins chers possibles. On va sûrement en parler tantôt, mais en multilogement, plus l'intérêt est faible, plus le financement est élevé. On pourra évoluer un peu là-dessus, mais il faut le garder en tête. Alors, admettons que tu me dis, Peter, moi, là, je suis super bien servi par ma banque, ils me donnent des bons taux d'intérêt, j'ai à peu près pour 10 millions de financement avec eux. Cool, c'est bien. Mais moi, j'ai un volume de 500 millions par année. Même avec ton 10 millions, tu penses-tu qu'on va avoir les mêmes taux d'intérêt? Moi, je pense que non. Wow! Alors, tu peux chercher une relation d'affaires avec ta banque. C'est parfait. Mais si ta banque t'offre un taux d'intérêt juste 0,25% plus élevé, ça se peut que tu vas devoir mettre 50 000 de mise de fonds supplémentaires sur une transaction d'1 million parce que ton taux est plus cher. Donc, ça sert à quoi d'avoir une relation avec la banque si en bout de ligne, ça te coûte plus cher et que tu as plus de mise de fonds à mettre? Je suis pas sûr de ça. Ben là, tu viens de toucher un point. Effectivement, est-ce que, parce que tu as un gros volume, justement, avec le nombre de transactions, de dossiers que tu fais par année, est-ce que ça t'aide vraiment pour les clients, pour chacun du cas par cas des clients, le fait que toi, tu as un gros volume annuel? C'est sûr que oui. OK. Mais au-delà de ça, ce qui va beaucoup aider notre client, c'est la relation d'affaires qu'on établit avec ces différents prêteurs-là. Tu sais, on est au courant de la saveur du mois. Tu sais, chez McDonald's, là, de ce temps-là, ils annoncent le McCoat. C'est la saveur du mois. Dans les banques, il y a une saveur du mois. Parce que, tu sais, comme là, dernièrement, on a une institution financière qui nous a dit, Peter, en bas de 2 millions, envoie-nous plus rien, on prend rien. OK. Puis si on le prend, on va te charger tellement cher que tu n'auras pas le goût de venir chez nous. Wow. Le client ne le sait pas, ça. Donc, moi, là, si le client travaille tout seul puis appelle cette banque-là, il va se faire offrir un taux. Mais il ne sait pas que cette banque-là ne veut pas nécessairement de transactions en bas de 2 millions pour l'instant. Mon travail, c'est de savoir quelle banque veut quoi comme financement et qu'est-ce qu'elle est apte à offrir puis qu'est-ce qu'elle veut réellement offrir. C'est pas toutes les banques qui sont bonnes en multilogement. C'est pas toutes les banques qui sont bonnes en commercial non plus. Puis c'est pas toutes les banques qui cherchent un vétérinaire, un dentiste. Ça dépend de leur spécialisation. Puis ça, les clients, ils pensent qu'une banque, c'est une banque. Mais même les courtiers, on pense qu'une banque, c'est une banque. Oui, mais pas nécessairement. Savais-tu que dans l'industriel, je peux avoir du financement à 100% propriétaire-occupant sans même passer par la BDC? Arrête de niaiser. Il y a plein de courtiers immobiliers qui me disent, Peter, moi, là, je comprends ta job de courtier hypothécaire, mais moi, j'ai une bonne relation avec les banques. Je veux travailler directement avec les banques. Ça. Oui, mais parfait, c'est correct, puis on respecte ça. Mais ça se peut que je puisse avoir des meilleures conditions que le prêteur avec qui tu travailles pour ton client. Wow. Puis c'est tellement drôle parce que effectivement, j'ai un collègue qui vient de s'acheter un espace de bureau, puis lui, il le savait même pas. Il avait sa mise de fonds puis tout. Puis c'était purement du commercial. Puis il a pu financer avec 0 mise de fonds. Et voilà. Mais est-ce que je vais aller à la BDC payer du 8,5 ou je peux aller ailleurs puis payer du 6,5 pour avoir le même prêt? Pourquoi je paierais plus cher? Alors, même si on paye le courtier hypothécaire pour faire la job, mes honoraires en moyenne sont équivalents à 1 % du montant du prêt. Mais si je te fais sauver l'équivalent de 1 % par année pendant 5 ans, 100 t'es mort de rire. Sauver ça, de 1, puis de 2 aussi, si tu es capable d'avoir un taux, comme tu disais tantôt d'entrée de jeu, d'avoir un taux qui lui permet de mettre moins de liquidité sur le deal, c'est intéressant, ça vaut son pesant d'or. Là. Surtout pour une commission qui est déductible des revenus de l'immeuble. En plus, t'es une machine. Voilà. Peux-tu élaborer pour les gens dans le commercial qui nous écoutent, qui veulent justement, qui sont intéressés à s'acheter une place d'affaires, bureau commercial, comment ils peuvent utiliser le programme avec 0 mise de fonds? Alors, écoute, c'est très simple. Dans le fond, pour avoir accès à un programme comme celui-là, il faut que ton entreprise opérante occupe au moins 50 % des pieds carrés de l'immeuble. OK. Et de cette façon-là, on est en mesure d'obtenir un financement qui va être basé principalement sur tes résultats financiers. Donc, évidemment, il faut que tu aies des résultats financiers. Si tu es en start-up, en démarrage, on n'aura pas accès à un produit comme ça où ça va être très difficile. Là, probablement que BDC va être la seule à nous l'offrir. OK. Mais si ta business existe depuis quand même un certain temps, tu as des états financiers positifs, ça va très bien, et qu'on présente une demande de financement à 100 %,
on va pouvoir le faire en autant que tu occupes au moins 50% des pieds carrés. Puis qui veut dire que la personne doit être incorporée. Pas nécessairement. Pas nécessairement? Pas nécessairement. OK. Le fait d'être incorporé, ça, c'est juste un véhicule fiscal. Hmm. Donc, tu pourrais très bien être, par exemple, un courtier immobilier à ton nom perso, acheter un bureau, une place d'affaires pour Remax ou peu importe. Mhm. Et à ce moment-là, tu pourrais très bien avoir un financement à 100% pour tes activités. Wow. C'est super intéressant. J'invite les gens à te contacter Mhm. pour en savoir plus. Maintenant, tantôt, on parlait de off-cam, on parlait de justement quand on rencontre, pas quand on rencontre, mais avant de présenter une offre d'achat, avant même de rédiger une promesse d'achat. Parce qu'il y a beaucoup, la perception des gens, c'est que dans le commercial, c'est l'immeuble qui se qualifie, j'ai pas besoin de montrer mes bilans financiers à la banque, etc. J'ai même pas besoin de préautorisation. Explique-nous ta façon de procéder puis comment tu peux aider les gens justement pour vraiment savoir, avant de présenter une offre d'achat, est-ce que j'ai les reins solides? Est-ce que j'ai la liquidité qui va me permettre de saisir cette opportunité-là? Absolument. Alors, tu as raison. Autant en multilogement qu'en commercial, ce qu'on va appeler une préautorisation, ça n'existe pas vraiment. On peut faire un certain travail préparatoire, mais la préautorisation n'existera pas vraiment parce que ça dépend de l'immeuble que tu achètes. Mhm. En multilogement, par exemple, le financement dépend de la rentabilité de l'immeuble. OK. Donc, ce qu'on appelle communément dans notre jargon une valeur économique. Mhm. Donc, partant des revenus, des dépenses, on établit un revenu net qu'on va normaliser. Mhm. Et c'est avec ce revenu-là que je paye une dette. OK. Donc, quand j'évalue avec ce revenu-là l'amortissement, le taux d'intérêt, avec l'argent que j'ai disponible pour payer ma dette, par exemple, on peut évaluer que le prêt maximum que je peux mettre en place, c'est 850 000. Mhm. Si on sait qu'avec la SCHL, je peux financer à 85 %, ça veut dire que cet immeuble-là a de valeur autour d'1 million, Mhm. vu que je peux te prêter 850 000. Si tu payes 1,5 million pour cet immeuble-là, bien là, tu as 150 000 de mise de fonds entre le 850 000 puis le million, En plus. plus 500 000 parce que tu payes 500 000 plus cher que la valeur économique. Donc, une valeur économique, ce n'est pas une valeur marchande. C'est un calcul qui nous permet d'établir la capacité d'emprunt de l'immeuble. Donc, pour un vendeur qui veut vendre son immeuble, première étape, pour un vendeur qui veut vendre son immeuble à logement, le bon réflexe serait d'évaluer mes acheteurs. Quel est le financement maximum qu'ils peuvent obtenir Effectivement. pour mon immeuble que je veux vendre? Parce que demain matin, si le maximum de financement qu'on peut obtenir, c'est 1 million, puis que moi, je veux vendre 2 millions, ça va prendre une mise de fonds astronomique. Et là, c'est peut-être la bonne indication que je suis peut-être en train de vendre trop cher. Mhm. Comme courtier immobilier, quand tu prends un mandat de vente, qu'est-ce que tu fais? Tu vas regarder les comparables des 12 derniers mois, puis tu vas conseiller ton vendeur sur les comparables des 12 derniers mois. Tout à fait. Mais dans les 12 derniers mois, par exemple, Montréal, Laval, les ventes se sont faites entre 17 et 18 fois les revenus bruts. Mhm. Alors, tu vas dire à ton vendeur, ben écoute, les ventes étaient ça, donc on peut peut-être vendre à 17-18 fois les revenus bruts. Les capacités d'emprunt, eux autres, en ce moment, sont à 12 fois les revenus bruts. Wow. Fait que là, il y L'écart a un est gap, énorme. là. L'écart est énorme et le vendeur n'a pas réalisé que la vente de son immeuble va être plus difficile parce que les taux d'intérêt ont augmenté. En plus. Donc, les 12 derniers mois de comparable, c'est bien, mais ça ne nous dit pas aujourd'hui ce qu'on va pouvoir avoir comme financement. Donc, le vendeur, en premier, avant de mettre son immeuble à vendre, devrait se questionner sur mon acheteur. Combien de mise de fonds ça va lui prendre pour acheter mon immeuble? De l'autre côté, un acheteur qui veut faire une promesse d'achat sur un immeuble, on peut regarder l'argent qu'il y a de disponible. On peut faire ça. Mais il faut qu'on regarde l'immeuble qu'il veut acheter avant même de faire une promesse d'achat. Alors, du moment que, par exemple, tu m'envoies la fiche de l'immeuble, Mhm. détail des revenus et dépenses, le nombre de logements, y a-tu des électroménagers fournis, y a-tu des thermopompes dans cet immeuble-là, moi, je peux t'évaluer l'immeuble puis te dire, voici, selon, par exemple, un prêt conventionnel, un prêt CHL ou un prêt APH, combien de financement on peut avoir pour cet immeuble-là. Et là, on va être capable d'évaluer notre acheteur. Est-ce qu'il a la mise de fonds pour le faire? Si ça prend 500 000 de mise de fonds quand on évalue cet immeuble-là, l'étape suivante, on va demander à l'acheteur, présente-moi une preuve que tu as 500 000 de disponible. Si l'acheteur a cet argent-là, là, je peux t'écrire une lettre pour te dire, cher acheteur,
Je confirme que vous avez la mise de fonds nécessaire pour acheter cet immeuble-là à tel prix. Et là, tu vas écrire la promesse d'achat et tu vas joindre ma lettre qu'on va présenter au vendeur et ça sécurise tout le monde. 100%. Et on ne fait pas perdre le temps à personne. Il y a des acheteurs qui font une promesse d'achat et disent « Oui, je suis capable », font la visite de l'immeuble, font l'inspection, ils font tout ça. Ils se présentent après ça au financement, ils ne passent pas. Exact. On vient de perdre combien de temps? 1 mois? Facile. J'aurais pu te faire sauver tout ce temps-là en quelques heures, juste avant de faire la promesse d'achat. Temps et énergie et argent, là, parce que Et les voilà. inspections en bâtiment pour des gros multilogements, c'est pas donné, là. Les vendeurs finissent par être découragés. En plus, Alors là, qu'est-ce qui arrive? Les vendeurs, quand on dit dans la promesse d'achat qu'on a besoin de 120 jours pour avoir une offre de financement, ils ne veulent plus donner 120 jours vraiment pas. parce qu'ils viennent déjà de perdre 60 jours avec quelqu'un qui n'était pas capable. Fait que là, c'est trop long. Mais on aurait pu tout de suite régler ça. Ça m'arrive même souvent de parler aux vendeurs pour les sécuriser, pour leur dire « Inquiétez-vous pas, ça va fonctionner. Il n'y en a pas d'enjeu, on a juste besoin de temps. » Et ça va t'aider dans ton métier à négocier avec le vendeur suffisamment de temps pour que moi, j'ai le temps de revenir avec une offre, une offre de financement en bonne et due forme. Et je sais déjà que l'acheteur est capable. C'est quoi les délais qu'on voit présentement là, en moyenne pour du financement? Là, je sais qu'à PHLA, ça prend plus de temps, mais dans les différents scénarios, là, ce serait quoi? En prêt conventionnel, en principe, en 60 jours, on a une offre de financement. OK. C'est quand même assez rapide, mais on a quand même un temps où on a besoin du temps pour ramasser la documentation du vendeur, ramasser la documentation de l'acheteur, faire l'évaluation marchande et laisser le temps au prêteur d'émettre son offre de financement. En 60 jours, prêt conventionnel, ça fonctionne. OK. Prêt assuré CHL, en ce moment, les délais sont courts. Ça prend maximum un 30 jours d'approbation du côté de la SCHL. OK. Mais il faut prévoir le 30 jours de préparation avant. Documentation du vendeur, de l'acheteur, due diligence, évaluation marchande. Ça, là, ça prend 30 jours. OK. Ensuite, 30 à 45 jours SCHL. Ensuite, il y a le prêteur qui a besoin aussi d'un 30 à 45 jours. Donc, ce qu'on dit généralement, c'est on va dire en 100 jours, préassuré CHL, on peut revenir avec une offre. OK. Vaut mieux prévoir 120 jours. Sincèrement, là, il peut arriver toutes sortes de situations qui vont faire varier les délais. C'est sûr. 120 jours, c'est sûr que je te reviens avec une offre de financement, mais on va fournir au vendeur rapidement une lettre qui confirme que l'acheteur est capable. La lettre d'intention. Et voilà, donc, rendu là, c'est juste une question de temps. On sait qu'on va le faire. Sais-tu à combien notre taux de réussite des projets sur SCHL? Parce non. que je ne sais pas si tu savais, mais on présente nous-mêmes nos dossiers à la SCHL. Qu'est-ce que tu veux dire, vous présentez vous-même? Ça veut dire qu'on a un droit de correspondance. On peut se présenter à la SCHL directement pour faire approuver nos dossiers. Généralement, le processus, c'est pas que le courtier hypothécaire rentre le dossier, il récolte les documents, on soumet le dossier, il y a un analyste souscripteur à l'institution financière qui fait la vérification. Une fois que c'est approuvé, c'est là qu'ils envoient ça à la Alors CHL. ça, c'est une étape que je n'ai pas besoin. Je peux préparer moi-même le dossier, le transmettre pour approbation à la SCHL. Et ensuite, une fois que c'est approuvé, on va sélectionner le prêteur. Wow! Donc, dans ce cas-là précis, c'est pour ça qu'on est plus vite, évidemment, mais je disais tantôt, quel est notre taux de succès d'approbation à la SCHL? Il est de 100%. Ah. Je ne présente aucun dossier à la SCHL dont je ne suis pas certain qu'on va obtenir l'approbation. OK. Alors, le due diligence que je fais avant, la lettre que je vais t'écrire pour te dire ton client est capable, on va livrer, c'est sûr qu'on va livrer. Wow! Il faut juste que tu me laisses du temps après. That's it. Boum, j'aime ça. Wow! Dans une autre tangente, le client vient te voir. Ben, tu fais combien de dossiers par année? Ou 2023, tu as fait combien de dossiers avec ton équipe environ? L'équipe a fait 275 dossiers l'année passée. 275 dossiers, tout dans du commercial, du 5-6 logements et plus. Absolument. Wow, super. Tu dirais, avec ton expérience, pour qu'un client qui passe du résidentiel au commercial, ce serait quoi la mise de fonds en moyenne? Je sais que oui, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, la localisation, le prix de l'immeuble, etc. Mais tu dirais pour quelqu'un qui veut se préparer ou quelqu'un qui est justement là, en mode de refinancement, la liquidité va sortir, ce serait quoi le chiffre magique là, pour dire, OK, oui, je peux
aller regarder des immeubles commerciaux, multilogements? Quand les gens m'appellent et me disent « Peter, je veux acheter mon premier plex. » Yes! Première chose que je demande, c'est est-ce que tu vas acheter un 4 plex et moins ou un 5 et plus? 4 plex et moins, sincèrement, c'est pas pas des immeubles d'investissement. C'est des immeubles destinés à des propriétaires occupants. OK. Le 5 et plus rentre vraiment dans la définition de l'immeuble d'investissement. Alors, si tu veux acheter un immeuble d'au moins 5 logements, ça dépend des zones géographiques, évidemment. Puis si tu veux acheter à Montréal, ça va être encore pire. Mais en général, si tu n'as pas au moins 250 000 disponibles de mise de fonds, on ne travaille pas sur le dossier. Ça ne sert à rien parce que, imagine-toi juste, par exemple, on va dire un 6 ou un 7 plex qui est vendu 800 000. Il y a des grosses chances que la valeur économique va être autour de 700, 675. Déjà là, tu as un 100, 125 000 de mise de fonds à mettre, plus la mise de fonds normale, plus tous les autres frais. Frais de notaire, frais d'évaluation, frais du prêteur, frais du courtier hypothécaire, taxes sur la prime SCHL, potentiellement aussi une prime, une commission qui va venir de courtier immobilier ou autre. Donc, au final, il faut que tu aies au moins 250 000 de disponibles. Donc, quand les gens m'appellent et me disent « Peter, je pense que j'ai un 70 000 de disponibles », trouve-toi des associés. OK. J'aime ça. Tu n'as clairement pas assez d'argent pour investir en immobilier pour l'instant. C'est beaucoup d'argent, 70 000. Quand même. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas assez. On n'y arrivera pas. Tu vas peut-être pouvoir t'acheter un duplex avec ça, un triplex, c'est correct, mais ça, on ne touche pas à ces dossiers-là. Okay. Ça, c'est vraiment du côté de nos courtiers hypothécaires spécialisés en résidentiel. On a une très belle équipe chez Multiprêt. On peut leur référer des courtiers résidentiels pour les aider. Mais nous, on est vraiment spécialisés dans le 5 et plus commercial. Aussi, tu te spécialises aussi dans la construction neuve multilogement. Pour ceux qui veulent se lancer dans du développement de terrain, justement faire de l'autoconstruction, construire des bâtiments en logement, parce qu'aussi au Canada, on a un problème de logement. Tu dirais, pour la personne qui veut construire son premier 5-6, combien qu'il lui faudrait de liquidité pour partir le projet? Parce que aussi, c'est sûr qu'il y a des options avec les banques, il y a des options de financement, etc., de débourser. Tu dirais, ce serait quoi là, le chiffre magique pour du développement de construction neuve? La première chose que je vais te demander avant que tu me présentes le cash, je vais te demander qu'est-ce que tu connais là-dedans? Le track record. Il faut que tu aies de l'expérience en construction. Parce que si tu me dis, Peter, je viens d'avoir ma licence RBQ, là, fait que là, je peux me construire. Non, no way. Si tu n'en as jamais fait, tu vas devoir quand même souscrire à un contrat avec un contracteur, quelqu'un de spécialisé qui en a déjà fait, au moins pour ton premier, que tu puisses te bâtir un track record. Par la suite, combien d'argent ça va te prendre? Ça, c'est la grande question, mais en ce moment, on est capable de faire des constructions avec le nouveau programme SCHL APH en efficacité énergétique. Dans ce volet-là, on est capable de construire parfois et financer jusqu'à 95 % des coûts. OK. Alors, évidemment, la première chose qu'on va te recommander, c'est de faire une bonne évaluation de tes coûts. Souvent, on va, et même dans presque 100 % des cas, on va te suggérer de prendre un consultant en coûts pour valider tes prévisions. Juste pour être sûr que si tu penses que ça va te coûter 250 000 la porte, là, mais là, tu as oublié la contingence, l'autocotisation, les taxes non récupérables, tu as oublié plein de choses, les frais de financement durant la construction. Alors, un consultant en coûts va t'aider à évaluer exactement combien ça coûte. OK. Par la suite, on va te demander combien de revenus tu penses que ton immeuble va générer. Et on est capable d'estimer une valeur future qu'on va confirmer avec un évaluateur agréé, mais on est capable de confirmer, OK, ça va te coûter 2 millions à construire, puis avec les revenus que tu me présentes, ça va valoir 2 millions. Il y a de bonnes chances qu'on va pouvoir te financer à 95 % des coûts, puis que tu vas avoir seulement 100 000 de mise de fonds à mettre. Par la suite, ça va être par déboursé progressif avec l'avancement des travaux. Et voilà, absolument. Donc, on fait une demande à la SCHL pour un immeuble à construire et on va pouvoir financer par déboursement progressif la construction. Ce qu'on va te demander de faire, achète ton terrain, paye-le. OK. Parce que ton terrain, du moment que tu l'as payé, fait partie de tes coûts et c'est ta mise de fonds. OK. Il y a des grosses chances que le terrain lui-même, juste le terrain va être suffisant
pour arriver avec une mise de fonds déjà complétée, puis le reste va être déboursé au complet. OK. Fait que quand la personne arrive avec son terrain, mais c'est sûr qu'aussi, j'imagine, il y a des conditions. C'est pas n'importe quel terrain. Il y a la localisation, est-ce qu'il y a les services, Le etc. zonage, Le zonage, évidemment. exactement. Mais généralement, pour les gens qui arrivent avec un terrain, tu dirais, avec les dossiers que tu as faits, souvent avec ce minimum de mise de fonds-là, 100 000, ben c'est pas beaucoup, là, avec tout, justement, les dépassements de coûts, puis tout ce qui peut arriver, qui va arriver, qu'on n'avait pas prévu. Est-ce que tu en vois souvent qu'avec 100 000, ça passe? Sincèrement, à date, on arrive pas mal toujours à financer 95 % des coûts. OK. Évidemment, ça dépend combien l'immeuble vaut. Si ça te coûte 2 millions à construire, mais qu'on fait faire une évaluation marchande de l'immeuble, puis que l'évaluateur arrive avec une valeur marchande d'1,9 million, là, je vais être obligé de te financer sur 1,9 million. Ça te coûte trop cher à construire pour ce que ça vaut. Mais sincèrement, c'est rare. OK. OK. Mais pour les gens, parce que tu l'as mentionné rapidement, mais c'est quand même une réalité aussi dans des gros projets, c'est que les gens ne comprennent pas que c'est pas des personnes seules, c'est souvent un groupe, des partenaires du monde qui se mettent ensemble. Mais pour les nouveaux investisseurs qui se mettent ensemble, ils ont débloqué, admettons, on est 4, on a débloqué 100 000 sur nos propriétés, on a 100 000, on a 400 000. Tu dirais, ce serait quoi les autres choses dans la structure qu'on va se mettre en place pour qu'on puisse faire un premier investissement? Parce que oui, là, on a le cash, mais il y a d'autres composantes que dans le financement, ils vont prendre en considération. Absolument. Ce serait quoi? Bien, la première des choses, il faut trouver notre immeuble. Aussi, OK. Alors, on peut bien parcourir les fiches centristes puis essayer de trouver notre immeuble. Mais sincèrement, moi, je conseille davantage de s'associer à un courtier immobilier qui va nous aider 100%. dans nos recherches. Ça, c'est un must absolument parce que parfois, les courtiers immobiliers ont ce qu'on appelle des pocket lists. Aussi, 100%. Les immeubles à vendre, on cherche un acheteur, mais on n'a pas nécessairement affiché pour 1 million de raisons. Il faut s'associer au bon courtier immobilier en premier. Ensuite, on fait des démarches sérieuses. Et une fois qu'on a trouvé un immeuble, on ne fait pas d'offre d'achat tout de suite. On appelle le courtier hypothécaire. That's it. Yes. Et on évalue le prix qu'on va devoir payer, le financement qu'on va pouvoir avoir pour cet immeuble-là. Et si ça fonctionne, là, notre courtier immobilier va pouvoir nous aider dans notre promesse d'achat. Tout à fait. Mais ce serait quoi, justement, mettons, dans un cas comme ça, où est-ce que les gens, souvent, ils vont dire, ben, tu sais quoi, on va mettre un Inc. au lieu de l'acheter sur notre nom personnel. C'est quoi que l'institution va regarder aussi? Parce que oui, ils regardent l'immeuble, mais ils regardent aussi c'est qui l'acheteur, c'est quoi son track record. Le perso, évidemment, il y a l'expérience. Donc, si c'est le premier immeuble qu'on achète, on ne commence pas avec un 24 portes. Tout à fait. Mais ça dépend. Si tu me dis, Peter, j'ai jamais eu d'immeuble de ma vie, mais je viens de vendre mon entreprise puis je gérais 40 employés là-dedans, je vais pouvoir justifier l'expérience de gestion quand même. Au prêteur. Absolument. Mais si tu n'as jamais fait ça, tu es employé, tu ne diriges pas d'entreprise ou quoi que ce soit, on recommande maximum 10 portes. Deuxième volet, la mise de fonds. On doit aller valider cette mise de fonds-là. Mais par la suite, une fois que c'est fait puis qu'on a fait les recherches, on doit aussi évaluer la valeur nette des individus. OK. Valeur nette, ça veut dire tes actifs moins tes dettes. OK. Et on fait le total de tout ça. Si j'ai 4 individus, je fais le total de leurs actifs, de leurs dettes. J'obtiens une valeur nette à la fin. Quand on fait un prêt d'1 million, par exemple, il faut que nos actionnaires ou nos investisseurs aient une valeur nette au moins équivalente à 25 % du montant du prêt que je vais mettre en place. Donc, OK. si je fais un prêt d'1 million, il faut que mes actionnaires aient au moins 250 000 de valeur nette, OK. incluant la mise de fonds qu'ils s'apprêtent à mettre. OK. Ça ne devrait pas être difficile, mais il faut évaluer ce volet-là aussi. Fait que valeur nette, si on peut juste creuser un petit peu là-dessus, admettons, par exemple, si c'est des salariés ou ils ont une maison qui a de l'équité. Fait que valeur, ce serait quoi les autres choses pour évaluer leur valeur nette? Ils ont une maison, ils ont un chalet, on prend la valeur de ces bâtisses-là moins les dettes qu'ils ont. Ils ont peut-être des REER qu'on va retenir à 50 % la liquidité qu'ils ont dans leur compte. D'autres placements investissements. D'autres placements investissements, en contrepartie d'autres dettes auto, dettes sur toutes sortes d'autres actifs, marge de crédit. Donc, on prend vraiment le total de tous les actifs, moins toutes les dettes. On établit une valeur nette avec ça. Et l'addition des valeurs nettes des propriétaires, il faut que ça donne au moins 25 % par rapport au prêt qu'on va mettre en place. OK. Dernière question. Puis là, ça se peut que ça te challenge un peu, mais si tu peux m'aider puis me guider. Ça va être, disons, une question personnelle, mais je sais que c'est beaucoup de monde, c'est quelque chose qui les intéresse. Si je voudrais me créer un portefeuille d'investissement,
je fais la levée de capitaux. C'est ma toute première. Je fais la levée de capitaux. Je suis capable de trouver encore dans le même exemple, admettons, 400 000 $. Ce serait quoi que... Puis là, j'ai l'argent, je veux me lancer. Ce serait quoi les guidelines que tu me donnerais pour que mon projet puisse se réaliser, que justement, j'ai fait de la levée de capitaux, j'ai les investisseurs. Moi, je suis la personne qui va trouver l'opportunité pour eux autres, leur ramener, puis après ça, je te contacte pour financer. Ce serait quoi que j'aurais besoin comme structure de mettre en place pour être sûr que ça passe au financement? Évidemment, le 400 000, il faut être capable de le prouver. Si c'est du refinancement, c'est facile. OK. On refinance les maisons des propriétaires, on met l'argent dans le compte, c'est facile. Si tu me dis, Peter, c'est 400 000 que j'ai dans mon compte, je dois être capable de le démontrer 3 mois avant aussi. OK. Alors, il y a la loi sur le blanchiment d'argent qui nous Effectivement. oblige à valider que la mise de fonds est légitime. Alors ça, c'est le premier volet qu'on va valider ensemble. Par la suite, une fois qu'on sait que le 400 000 est réellement disponible, là, je vais te guider un peu sur le type d'immeuble que tu peux acheter avec 400 000. Si tu me dis, Peter, j'ai 400 000 puis je veux acheter à Montréal, ça se peut que je te dis maximum 8 plex. OK. Tu ne pourras pas vraiment acheter plus que ça avec 400 000 de mise de fonds. Puis même là, ça risque d'être dans l'est de Montréal. Ça ne sera pas dans Westmount. Non, vraiment C'est pas. bien évident. Alors, là, dépendamment de la région, je vais dire, OK, garde, tu peux viser un 8, un 10. Tu t'achètes à Saint-Hyacinthe, tu vas peut-être être capable avec un 10, un 12. Tu vas peut-être pouvoir t'en sortir, mais je vais te donner un guideline pour pouvoir commencer tes recherches avec l'argent que tu as disponible. OK. Est-ce que tu le fais incorporé? Est-ce que tu le fais au nom personnel? Pour moi, ça ne change absolument rien. OK. Fait Le financement va être le même. que c'est à moi, mettons, dans mon exemple, c'est à la personne qui monte le portefeuille d'investissement de décider de sa propre structure. Ça ne va pas venir influencer. Un fiscaliste va t'aider Super. pour bien déterminer ce que tu peux réellement ou ce que tu dois réellement faire si tu t'incorpores. Est-ce que tu t'incorpores? Est-ce que tu le fais en société en commandite, en association, au nom personnel? Ça, pour moi, ça ne change rien parce que le financement est basé sur l'immeuble, pas sur la structure que tu vas mettre en place. OK. Donc, pour moi, là, peu importe comment tu es structuré, je vais avoir le même financement, les mêmes taux d'intérêt. OK. Mais tu disais qu'ils regardent quand même tantôt la valeur nette. Mais dans un cas comme ça, puis dans un cas comme ça, est-ce que de la levée de capitaux, les personnes que j'ai levé les fonds, ils vont les regarder aussi? Oui. OK. Donc, si on a 4 actionnaires, on crée une compagnie pour acheter un immeuble, j'ai 4 actionnaires qui mettent chacun 100 000 dans l'entreprise. Moi, je dois évaluer les 4 actionnaires. OK. Je dois avoir les bilans personnels des 4 actionnaires. Malgré que c'est un Inc. Malgré que c'est un Inc., il faut s'attendre à devoir cautionner personnellement notre financement. La plupart du temps, c'est toujours demandé. Par contre, dans le programme APH, quand on réussit à avoir 100 points, on peut faire une demande sans cautionnement personnel. OK. Mais je te dirais, la plupart du temps, il y a un cautionnement des individus. Quand tu parles, pour ceux qui connaissent moins le jargon, qui ne l'ont pas encore fait, quand tu parles de cautionnement, ça veut dire quoi en détail? Alors, un cautionnement personnel, ça veut dire que c'est un engagement moral à dire, si mon entreprise n'est plus capable de rencontrer ses objectifs de paiement, moi, personnellement, je vais mettre de l'argent pour que mes paiements puissent continuer de se prendre à la banque ou à la caisse. Okay. Alors ça, un cautionnement, c'est un engagement. Si un jour, il y a une reprise de finances pour 1 million de raisons, la banque va en premier saisir l'immeuble, vendre l'immeuble. S'il reste de l'argent à payer après, c'est toi, personnellement, qui vas devoir payer la différence. Si la banque est en perte. Si la banque est en perte suite à la vente. Wow. Mais écoute, tu sais, souvent les gens ont peur quand on parle de cautionnement. C'est sûr. Mais dans les faits, la caution d'un individu est protégée en premier par l'immeuble. Tu sais, la banque ne te demandera jamais un chèque tant qu'elle est garantie par un immeuble. On va commencer par vendre l'immeuble, payer la banque. S'il en reste, là, c'est autre chose. Mais tu sais, si tu es un investisseur intelligent puis que tu réalises que tu commences à avoir des difficultés financières, tu ne laisseras pas la banque saisir ton immeuble. Vraiment pas. Tu vas le mettre à vendre. 100%. Puis tu vas payer la banque. Tu vas avoir bien plus d'argent comme ça que si tu laisses la banque vendre l'immeuble à ta place. Tout à fait. Donc, un cautionnement, il ne faut pas nécessairement avoir peur de s'impliquer, mais c'est sûr que ça va la plupart du temps être demandé par l'institution financière parce que pour la banque, c'est un engagement à ce que si les choses vont mal demain matin, ils savent que tu es là pour t'en occuper. Puis ça, c'est parce que c'est le premier aussi. Ah non, même quand tu vas être encore rendu à 1000 portes.
Ah oui, même si on a Absolument. battu un track record, on Ouais. a acheté, on a fait de Ouais. l'optimisation, créé de la valeur, on a eu des petites bifurcations en cours de route, mais ça Ouais. s'est toujours bien passé. Puis on a bâti un beau portefeuille. Ils vont... Absolument. Wow! Oublie pas que la banque, dans un prêt, par exemple, assuré CHL, mettons juste à CHL traditionnel, là, la banque te finance à 85 de la valeur qu'elle estime, Tout à fait. plus la prime qu'elle ajoute au financement. Mhm. Elle se retrouve avec un financement au-delà de 90 de la valeur de l'immeuble aujourd'hui. Mhm. Quand on a vu les taux d'intérêt augmenter, tantôt là, au début, là, j'ai dit que le financement dépend des taux d'intérêt. Quand les taux augmentent, la capacité d'emprunt diminue, la valeur diminue. Alors, qu'est-ce qui arrive quand les valeurs augmentent? Aujourd'hui, je te finance jusqu'à 90 de la valeur de l'immeuble d'aujourd'hui. Mhm. Les taux étaient à 3 maintenant, ils sont rendus à 4,5 La valeur de ton immeuble a diminué. Peut-être pas en valeur marchande, mais en capacité d'emprunt, oui. Tout à fait. Et la banque est peut-être aujourd'hui à 110 de financement. Mhm. Alors oui, il faut qu'il y ait un engagement, même si tu es déjà rendu à 1000 portes, ça va dépendre. T'sais, si ton 1000 portes est financé à 50 de la vraie valeur, peut-être qu'on va réussir à convaincre une banque de ne pas demander d'endossement, de ouais, cautionnement personnel. Je comprends. Mais si tu es le genre d'investisseur qui leverage tout le temps au maximum, puis que tout ton portefeuille est au maximum, c'est sûr qu'on va te le demander. Le risque est élevé. Il y a une question de risque pour les banques. Et voilà, absolument. Exact. Super. Et Peter, t'en parlais off-cam, mais tu disais que justement, tu crées quand même beaucoup de contenu. Où est-ce que les gens peuvent te suivre pour en savoir plus? Est-ce que tu as une chaîne YouTube, podcast, etc.? Je te laisse te plugger. Alors, écoute, c'est très simple. Dans le fond, première des choses, je suis sur Facebook, bien évidemment. Mais tout le contenu des podcasts, on les met sur notre site Internet qui est le www.multi-plex.ca. Multiplex, hein? Yes. Donc, le multiplex.ca, dans la section podcast, tout est là. Quand on clique, ça va vous emmener sur notre chaîne YouTube, évidemment, mais sur le multiplex.ca, on a de l'information sur les produits, l'information sur notre équipe, les coordonnées de tout le monde, les informations pertinentes, comment faire une demande de financement et l'accès à nos podcasts. On va bientôt enregistrer près d'une 50aine de podcasts. Nice. Là, on est au mois de février en ce moment, mais au mois de mars, avril, on va être dans l'enregistrement de ça. Ça va commencer à publier au mois de mai-juin. Et puis là, il va y avoir beaucoup d'informations pour le commun des mortels qui veut apprendre à bien se structurer pour faire peut-être son premier achat ou sa millième porte. Ça va être accessible à tout le monde. Ou aller dans le neuf, dans l'industriel. Dans le commercial. Exact. Et voilà. Et un gros merci, Peter. Sincèrement, merci là, de l'invitation. tu travailles pour les banques, pour les institutions financières, mais je trouve que tu es une banque d'informations. Mais c'est sûr qu'on va devoir se faire une deuxième partie. All right. Un gros merci pour ton temps. Bientôt. Yes. Et avouez qu'il est sharp, clair, concis. On voit l'expérience derrière la personne. On voit que cette personne-là, justement, comment je pourrais dire, l'expertise nécessaire pour faire passer votre prochain deal ou tout simplement pour vous assurer que est-ce que ça passe, est-ce que j'ai la liquidité, est-ce que j'ai les reins assez solides pour pouvoir m'embarquer dans ce type d'immeuble-là, dans ce type de financement-là pour saisir une opportunité. Avouez là que, écrivez dans les commentaires, mettez 3 thumbs up si vous avez aimé, adoré ce genre de contenu-là. Si vous désirez en avoir plus, si vous désirez que j'en fasse plus, regardez, c'est vraiment simple. Inscrivez-vous à ma chaîne, abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est une des manières dont l'algorithme va me propulser et me proposer à d'autres personnes comme vous qui bénéficient d'avoir ces pépites d'or-là. Alors, abonne-toi à ma chaîne, écrase le bouton j'aime, partage cette vidéo-là avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Si vous avez des commentaires, écrivez-les plus bas. Si vous avez des questions pour Peter, écrivez-les plus bas parce que c'est garanti que je vais faire une deuxième partie parce qu'on a à peine effleuré le sujet du financement commercial. Donc, écrivez-moi. On se retrouve dans la boîte des commentaires. Et si vous désirez avoir d'autres stratégies gagnantes en immobilier, je vous suggère de regarder une de ces 2 vidéos-là.